Si vous êtes d'accord, je démarre? Oui, Allez, je vous laisse introduire. on y va. Bonsoir à tous, bienvenue au nom de l'Appel académique de Versailles. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ce soir, nombreux une nouvelle fois, et puis ravis de rassembler les différents membres de la communauté éducative. Ce soir, vous êtes des parents, des enseignants, des chefs d'établissement. Bienvenue à chacun d'entre vous. Alors ce soir, avec notre intervenant Bruno Imbeck, nous avons le plaisir de recevoir. Nous posons les questions de quelle pédagogie pour les enfants du XXIe siècle? Comment les parents, comment les professeurs s'y retrouvent dans ce marché des idées pédagogiques, alors même que notre monde est en constante mutation, évolution? Comment offrir à son enfant la meilleure éducation qu'il soit? Je crois en tant que parents, nous sommes tous, voilà, nous avons tous les mêmes objectifs pour nos enfants. Comment peut-on imaginer de continuer à s'appuyer sur d'anciennes méthodes qui datent parfois de siècles passés, qui sont éprouvées par des adultes du XXe siècle pour former nos adultes d'aujourd'hui? Alors, pour répondre à ces questions, nous recevons Bruno Imbeck. Bonsoir, Monsieur Imbeck. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir et l'Appel est vraiment heureuse de vous revoir. Je vous présente très rapidement avant de vous laisser la parole. Vous êtes docteur en psychopédagogie familiale et scolaire à l'Université de Mons en Belgique et vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Juste deux, trois petits détails techniques avant de commencer notre conférence. Voilà, nous vous demandons, dans la mesure du possible, de couper vos caméras afin d'optimiser la fluidité de cette conférence, de laisser vos micros également fermés. Et vous avez un fil de discussion qui va vous permettre de poser des questions au fur et à mesure de la conférence et nous prendrons un temps à la fin pour répondre au plus grand nombre d'entre elles. Voilà, je ne m'éternise pas et je vous laisse en compagnie de Bruno Imbeck. Bonne soirée à tous. Voilà, merci à vous. Alors, c'est vrai qu'en une heure, on va essayer de faire un petit voyage en pédagogie. Quand on fait un petit voyage vers l'avenir, il faut quand même d'abord prendre des précautions, d'avoir été visiter le passé pour voir d'où on vient, de façon à mieux comprendre où on peut éventuellement aller. Parce que c'est vrai que quand on regarde l'histoire de la pédagogie, et vous l'avez très bien signalé en introduction, bah, ça a donné naissance à tout un marché qui donne l'impression finalement que choisir l'école pour son enfant, ben, c'est un enjeu considérable parce qu'il y aurait des formes de pédagogie qui seraient plus rentables que d'autres. Et on finit par se demander, mais finalement, pour nos enfants, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Parce qu'on a affaire à une génération nouvelle, on va en parler aussi, dans un monde nouveau, et que ben, tout ça crée énormément d'incertitudes. C'est d'ailleurs le trait qui caractérise sans doute cette génération nouvelle qu'on appelle maintenant la génération de verre, hein, c'est-à-dire pour les enfants qui sont nés après 2010, ce sont des enfants qui sont nés dans une forme d'incertitude généralisée. On les appelle des enfants de verre parce que le verre, c'est à la fois transparent et c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus amenés à révéler tout d'eux-mêmes de plus en plus. Hein. Regardez comment les réseaux sociaux les sollicitent de ce point de vue-là, mais que bah, cette monstration permanente de soi crée aussi beaucoup de fragilité, comme le verre. Et donc, par rapport à cette génération-là, on doit être terriblement attentif aux formes pédagogiques qu'on met en place. Il y a des évolutions très fortes qui se font pour le moment, et c'est important que ces évolutions ne soient pas brutales, que les enfants ne les vivent pas de façon difficile, et que les parents comprennent effectivement. Bien, j'entends des micros qui ne sont pas fermés. Donc, voilà. Alors, je reprends donc au niveau pour bien comprendre d'où on vient, on va retourner aux sources de ces différents courants pédagogiques. Et ben, dès qu'on fait un petit peu de pédagogie rétrospective, on sait qu'on va devoir convoquer des psychologues, puisque la mère de la pédagogie, c'est la psychologie, et éventuellement des philosophes, parce que les grands-parents de la pédagogie, ce sont des philosophes. Et pour bien comprendre d'où tout cela vient, eh bien, on va retourner aux sources, par exemple, de la pédagogie traditionnelle. La pédagogie traditionnelle, si vous remontez à sa source, vous allez retrouver Platon. Platon qui va vous dire que l'idée existe et que le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'on puisse la transmettre à ceux qui sont ignorants, c'est-à-dire les hommes, mais surtout les enfants. Et donc, on est dans une pédagogie qui va être une pédagogie de la monstration, de la démonstration, de l'explication, pédagogie qui est
toujours bien présente, hein, ne fût-ce que dans la configuration de nos classes, hein, puisque si on réfléchit chacun à une classe, je vais dire, typique, eh bien, on va se retrouver très, très vite à penser à des bancs autobus, c'est-à-dire des bancs qui seraient mis par rangée de deux ou en rang d'oignon, avec un enseignant qui explique des choses, qui montre des choses, qui démontre des choses. On est dans l'idée d'un vase à remplir, comme le disait Montaigne. On est dans l'idée d'une pédagogie qui va se faire essentiellement à partir d'un savoir et bah, la philosophie qui va suivre cet héritage de Platon et de Socrate, hein, puisque c'est en réalité le même personnage, c'est-à-dire Socrate, qui est la personne qui ne va pas révolutionner la pédagogie, je vais dire, traditionnelle, qui suppose que le savoir est extérieur aux élèves, mais qui va, en faisant mine de ne pas savoir, hein, c'est le principe de la maïotique, faire en sorte que l'autre redécouvre par lui-même ce que Socrate pense et non pas ce que l'individu pense lui-même. Et donc, on reste dans une pédagogie qui est très fort liée à l'explication, la démonstration d'un savoir qui existe. Alors évidemment que ce modèle, lorsqu'il va se mettre en place au moment de la philosophie des Lumières, Kant, Descartes, etc., on va considérer que la raison existe et qu'il faut imposer cette raison aux élèves. Et puis, évidemment, que les premières écoles qu'on va voir se mettre en place, et quand en introduction, on vous disait qu'on utilise encore des méthodes du XVIIIe siècle données par des adultes du XXIe siècle pour former les adultes du siècle prochain, eh bien, on se retrouve très fortement dans ce cas de figure qui est celui d'une école qui a été mise en place dans un premier temps eh bien, pour convertir les élèves. Le but du jeu, c'était de faire des petits chrétiens catholiques avec des enfants de paysans. Ça, c'est le premier objectif de l'école, hein. L'école laïque a pris le même modèle et là, simplement, l'idée, c'était de former des citoyens à partir des enfants d'ouvriers, avec l'idée que il fallait simplement prêcher. Et les classes ont été configurées d'une manière telle que dans un premier temps, on se retrouvait avec quelqu'un qui expliquait, qui prêchait à un grand nombre. C'est ce qu'on appelle l'enseignement simultané. Et l'enseignement simultané est celui qui a imposé sa forme et qui reste très, très présent actuellement. Alors, on va le voir. Le but n'est pas de dire ça c'est nul, il faut chasser cette forme pédagogique-là. Non, il faut lui laisser une place, pas toute la place. Mais la pédagogie traditionnelle n'est pas une pédagogie ringarde. Elle a évolué aussi. Simplement, le courant traditionnel est un courant qui évolue lentement, qui évolue doucement et qui ne bouscule pas la société. On l'a vu d'ailleurs pendant la crise de Covid, parce que quand on a pu étudier finalement ce qui s'est passé pendant cette période tout à fait particulière, au cours de laquelle l'école a suspendu son activité, et dans lequel on a vu apparaître notamment une forme de digitalisation de plus en plus massive, on s'est retrouvé avec une pédagogie traditionnelle qui a clairement pris les devants. Pendant cette période-là, les innovations pédagogiques, on ne les a pas vues. On verra pourquoi d'ailleurs on aurait peut-être dû y penser avec un tout petit peu plus de précision, mais on était dans un mouvement qui est un mouvement qui crée énormément d'angoisse, d'anxiété, autour de l'idée de transmettre les savoirs, autour de l'idée tout à fait saugrenue d'ailleurs que nos enfants risquaient d'avoir des retards d'apprentissage. Non, il y a eu des retards dans la diffusion de la matière, ce qui est tout à fait normal, et ces retards vont se métaboliser dans la durée. Il est tout à fait normal que tant en Belgique qu'en France, nos élèves aient pris du retard globalement par rapport aux autres. Mais j'étais beaucoup interrogé pendant cette période-là par les médias notamment avec des questions du style n'avez-vous pas l'impression qu'on a une génération sacrifiée? Alors évidemment qu'il ne fallait absolument pas penser les choses comme ça. Cette génération n'a pas été sacrifiée. Dans l'ère dite moderne, il n'y a eu qu'une génération sacrifiée, c'est ceux qui ont connu la guerre 14-18 parce que les jeunes sont morts ou ont été mutilés pendant cette guerre-là. Même la guerre 40-45 a produit des retards dans les apprentissages, dans les matières, mais il n'y a absolument pas de retrait d'intelligence. L'intelligence se développe indépendamment des matières scolaires et je vous mets au défi de repérer parmi ceux qui ont eu l'âge scolaire pendant la guerre 45, de repérer une génération qui serait moins intelligente que la nôtre ou qu'une autre. La densité de crétins est un invariant. On le retrouve dans toutes les générations quelles que soient les difficultés rencontrées. Et on va le voir effectivement, les retards
sont des retards normaux, ce qu'on a malheureusement trop vite qualifié comme étant du décrochage. Il y a eu un décrochage objectif, c'est-à-dire que tous les élèves prenaient du retard par rapport aux matières telles qu'elles avaient été programmées dans des conditions idéales de diffusion. Les conditions de diffusion ayant été bousculées, ben, il y a eu un retard normal. Et il faut que l'école ait la sagesse des TGV. Vous savez, quand un TGV est ralenti, il ne l'est que pendant un certain moment, une fois que l'incident est levé, il ne reprend pas sa vitesse brutalement, il le reprend doucement pour ne pas créer de secousses. Et donc, on doit agir de la même façon. Les retards objectifs vis-à-vis des matières vont être métabolisés dans la durée. Il y a aussi des retards subjectifs, ça ce sont des élèves qui se sont retrouvés en retard, simplement parce que, ben, par exemple, et là on va déjà commencer à voir les premiers prémices de ce qui a été mis en place et qui aurait dû être mis en place tant en Belgique qu'en France. On a eu la même forme de gestion de la crise pandémique. D'ailleurs, on avait l'impression qu'en Belgique, on attendait que vous preniez les décisions en France pour suivre les mêmes. Donc, on s'est retrouvé effectivement avec le même cas de figure et on a très très mal, il faut bien le dire, accompagner la digitalisation. Parce que, par exemple, on a dit, mais il faut faire de l'enseignement hybride. Et ben, tout le monde sait que l'enseignement hybride, ce n'est pas un enseignement coupé en deux. La moitié, 50% de présentiel, 50% de distanciel. Ça n'a aucun sens de parler comme ça parce que, d'abord, le contraire du présentiel, ce n'est pas le distanciel, le contraire du présentiel, c'est l'absentiel. Et effectivement, on se retrouve, parce qu'on a confondu les mots, avec l'idée de parler d'un présentiel physique et d'un présentiel numérique. Quand j'ai vu de nombreux enseignants utiliser les écrans en permettant aux élèves de faire ce que certains font ici, c'est-à-dire uniquement mettre leur nom avec leur écran. Et donc, on a des élèves, évidemment, qui faisaient tout à fait autre chose que ce qui était attendu d'eux. Alors évidemment que quand on est en présentiel numérique, on doit se voir les uns les autres. On ouvre sa caméra. Et qu'on ne me dise pas, oui, mais il faut respecter l'intimité. Tout le monde sait qu'il y avait des fonds d'écran possibles, mais il y avait une confusion sur l'idée même de ce qu'est une classe. Une classe, ce n'est pas la pièce dans laquelle les enfants doivent se rendre. La classe, c'est le groupe d'élèves qui entoure un enseignant qui a été désigné pour les mettre en situation d'apprendre. Vous pouvez être un parent, aller dans la forêt avec vos enfants, les copains de vos enfants, les petits cousins, vous aurez tout un groupe d'enfants. Eh bien, quel que soit le nombre d'enfants, ça restera un groupe d'enfants. Si vous êtes un enseignant, vous allez en dessous d'un arbre, ça devient la classe du dehors, parce que les élèves qui deviennent des élèves parce qu'ils sont autour de l'enseignant sont des élèves, sont une classe, même en dessous d'un arbre. Le présentiel numérique supposait qu'il y avait une classe numérique qui se mettait en place, mais il fallait accompagner les enseignants pour qu'on ne se retrouve pas avec des élèves qui n'ouvraient pas leur caméra, qui ne se coiffaient pas, qui ne s'habillaient pas, qui restaient dans leur lit, qui jouaient avec leurs jeux vidéo, qui faisaient parfois tout à fait autre chose, qui faisaient ce qu'on fait quand on n'est pas vraiment, on est dans l'école, mais on n'est pas à l'école. Ils faisaient les morts ou ils faisaient les fous. Résultat, il y a eu aussi un décrochage subjectif avec un ensemble d'élèves qui ont pris du retard, non plus là par rapport à la matière, mais par rapport au groupe dont ils font partie, donc par rapport à leur classe. Là, et on va voir ensemble que c'est terriblement important de le faire de manière beaucoup plus attentive que ce qui a été fait notamment au retour de cette pandémie, où on a commencé, en Belgique en tout cas, on a eu un vrai souci avec ça, parce que les élèves sont revenus, on a dit examen. Il faut qu'on fasse des examens parce qu'il faut qu'on sache où on en est. Et d'autres ont dit non, non, il faut faire des épreuves. Et puis tout le monde était d'accord, mais tout le monde se chamaillait parce qu'on s'était tous trompés de mots quand on utilisait des mots comme examen. Un examen, c'est passer à un moment donné face à quelqu'un qui a autorité ou vous qualifier ou vous disqualifier. Évidemment que si vous passez un examen, ça va vous stresser. Un élève qui passe un examen est un élève pour lequel on va essentiellement mesurer sa capacité de gérer le stress qu'il va éprouver au moment de passer cet examen. C'est tout à fait normal de vivre un stress quand on dit que quelqu'un a autorité pour vous qualifier ou vous disqualifier. Donc, c'est absolument pas de parler d'examen. Épreuve, l'épreuve, le nom le dit, c'est faire un effort
parce qu'on va souffrir. L'épreuve signifie une forme de souffrance. Ce qu'on va évaluer dans l'épreuve, eh bien, ce ne sont pas vos compétences, c'est votre capacité de faire des efforts. Ce n'était pas du tout ce qu'on visait au moment d'un retour finalement d'une forme d'activité scolaire qui avait été perturbée. Il y avait une urgence de faire des évaluations, donc des bilans de compétences. On va le voir ensemble, dans la pédagogie traditionnelle, l'évaluation, elle doit nécessairement être complètement repensée pour être en phase avec d'ailleurs ce que les élèves attendent. Une recherche qui a été réalisée récemment qui demande simplement aux enfants d'âge maternel, d'âge primaire, d'âge secondaire et de l'université ce que eux souhaitent par rapport à l'école. Et quel que soit leur âge, on a en gros trois formes de souhaits qui est désirée par les élèves, par les enfants, par les adolescents et même par les jeunes adultes. Le premier point, c'est qu'ils veulent de la sérénité autour de leur apprentissage. Ils ne veulent pas vivre de la tension autour des apprentissages. Les parents qui s'énervent en faisant les devoirs font de la contre-pédagogie, on aura certainement l'occasion d'en parler, et cette contre-pédagogie, elle va terriblement endommager le plaisir d'apprendre, le désir d'apprendre, et donc il est important de repenser les devoirs scolaires de façon différente pour qu'on puisse en faire un argument pédagogique et pas mettre en place une forme de contre-pédagogie qui met sur les parents une pression qu'ils relayent sur leurs propres enfants. On essaiera d'en comprendre les mécanismes parce que c'est important de concevoir effectivement que ce vieil héritage, le devoir est un héritage du XVIIIe siècle, héritage qui était juste au début pensé pour évangéliser les familles, parce qu'il fallait juste que les enfants apprennent par cœur l'évangile et le répètent à la maison pour que ça rentre dans la tête des parents. C'était l'objectif des premiers devoirs. C'est devenu maintenant une forme d'hérésie pédagogique qui font que certains finissent par complètement perturber leur plaisir et leur désir d'apprendre, simplement parce qu'ils constatent que ceux qui sont censés les soutenir servent au moment de ces apprentissages et se mettent finalement à réaliser cette forme de contre-pédagogie. Alors, sur ce plan-là, on s'est retrouvé effectivement avec des mécanismes qui auraient dû être pensés autrement pendant cette période pandémique, parce que l'évaluation, c'est quelque chose qui suppose que, c'est ce que les élèves demandent, on ait constamment une forme de sérénité autour des apprentissages et une sérénité autour des évaluations. On va voir comment on peut répondre à cette première exigence, qui est, à mon avis, quelque chose de tout à fait légitime chez les enfants et chez les adolescents. Deuxième point, donc premier point, sérénité dans les apprentissages. Deuxième point, ils veulent être actifs dans les apprentissages. Alors, ça ne veut pas dire la pédagogie active, on va en parler quand on abordera le second courant. Ça veut dire qu'une pédagogie active peut être une pédagogie assise. Assieds-toi et réfléchis. Et réfléchissons ensemble à ce que tu viens de nous dire ou au problème qui t'est posé, c'est-à-dire être actif dans sa réflexion. Et le troisième point, ce sont des évaluations intelligentes. Et c'est à ça que je voulais aussi en venir. Les élèves sont terriblement soucieux, dès leur début du parcours scolaire, d'avoir des évaluations qui leur servent à quelque chose, pas des examens qui, à un moment donné, les qualifient ou les disqualifient, pas non plus des épreuves dans lesquelles le but du jeu n'est pas de repérer tes compétences, mais de vérifier la qualité de l'effort qui a été produit pour réaliser ces compétences. Et ils veulent des évaluations qui ne sont pas lues par les parents comme des fiches de paye, parce que ça, c'est assez catastrophique, la façon dont les élèves ont l'impression qu'ils ramènent des notes à la maison. Ça pose réellement problème, cette posture qu'ont parfois les parents par rapport à la note scolaire, quand on le fait naturellement. C'est la question qu'on pose à un enfant quand il va à l'école. Tu as bien travaillé. Et on attend de voir si ces notes montrent effectivement sa bonne santé scolaire, un petit peu comme un thermomètre qu'on utiliserait. Or, l'évaluation, ça ne sert pas à ça. L'évaluation, ça sert essentiellement à savoir où l'enfant en est dans son parcours d'apprentissage pour pouvoir procéder aux remédiations nécessaires pour qu'il puisse poursuivre ce parcours d'apprentissage. On va le voir, c'est une des caractéristiques absolument essentielles des mécanismes
d'accompagnement scolaire pour le moment. Nos enfants ne sont plus engagés dans des trajectoires diplômantes, ils sont engagés dans des parcours d'acquisition de compétences pour la bonne et simple raison que c'est pour la première fois de l'histoire, si vous interrogez un enfant d'une dizaine, d'une douzaine d'années pour savoir ce qu'il veut faire plus tard, quel est le métier qu'il veut faire plus tard, il est très probable qu'il ne saura pas vous répondre. 80% des métiers qui existeront dans 10 ans ne sont pas encore définis actuellement. Et donc, on est dans l'idée, une forme d'incertitude, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle aussi de génération de verre, qui fait qu'on doit acquérir des apprentissages, non pas en vue de l'obtention d'un diplôme qui nous garantit l'accès à un métier, mais pour avoir un parcours de compétences et s'inscrire dans ce parcours qui durera toute notre vie. Si on se contente d'avoir un diplôme et qu'une fois qu'on a ce diplôme, on se dit ça va, maintenant j'ai un boulot, je peux arrêter de me mettre en situation d'apprendre, on va très très vite être dépassé. Donc, le vrai patrimoine éducatif, la vraie définition de l'élève qui réussit, ce n'est pas du tout un élève qui réussit un parcours le plus rapidement possible et sans faute. L'élève qui réussit, c'est celui qui préserve son plaisir d'apprendre, son envie d'apprendre et son désir d'apprendre. Ça veut pas dire un enfant, un élève qui prend du plaisir en permanence à l'école, hein. L'école n'est pas le lieu de plaisir continu, de joie permanente. C'est un élève qui a envie d'apprendre, qui manifeste de la curiosité et qui avance avec cette envie d'apprendre qui n'est pas perturbée par l'apprentissage vécu comme quelque chose de douloureux ou de difficile. On va parler tout à l'heure des devoirs scolaires. Bien, les devoirs scolaires sont un piège parce que ça fait souffrir énormément, parfois tout l'environnement familial, parce qu'on a mal compris ce à quoi il servait, et le principe de l'évaluation, perçu soit comme un examen, soit comme une fiche de paye, soit comme un baromètre, soit comme quelque chose qui, à un moment donné, ne fait que mesurer un effort. Le but, c'est d'en faire des balises qui vont permettre à chacun d'avoir dans sa tête une petite armoire en permanence. Et apprendre pour les parents à lire un bulletin scolaire, c'est essentiel si on veut notamment que ce courant de la pédagogie traditionnelle devienne ce que la neuropédagogie montre qu'il doit devenir, c'est-à-dire un endroit dans lequel très clairement, on préserve cette envie d'apprendre, on préserve, parce qu'il y a envie d'apprendre, une forme d'activité de l'élève qui reste actif dans ses apprentissages, même si on n'est pas dans la pédagogie active, qui serait une pédagogie du mouvement. Il faut qu'on puisse avoir cette petite armoire qui permet de faire en permanence la part des choses entre ce que je connais, sur lequel on ne reviendra pas. On va le ranger là, dans l'espace des choses connues. Un 2 sur 10 en mathématiques signifie que je connais quelque chose. Et ce 2 sur 10, il faut que je puisse ranger, identifier ce que je connais. Et puis, il y a une autre partie de l'armoire dans laquelle vous aurez des connaissances flottantes. Une connaissance flottante, c'est une connaissance qui n'est pas établie, et là la neuropédagogie le montre aussi, il faut que les élèves soient actifs, il faut aussi qu'ils aient un certain nombre d'automatismes cérébraux. Il ne faut pas s'imaginer que, par exemple, les tables de multiplication, on peut faire l'impasse de les connaître par cœur, parce que si vous ne les connaissez pas par cœur, vous allez chaque fois mobiliser une énergie cognitive qui fait que vous allez finir par faire ce que les parents, parce qu'il n'y a qu'eux qui parlent comme ça, évoquent comme étant des fautes de distraction. Si vous pensez que votre enfant fait des fautes de distraction, c'est que vous n'avez pas compris les mécanismes d'apprentissage qui fait que quand il y a une surcharge cognitive, par exemple, vous n'avez pas appris par cœur vos tables de multiplication, vous devez chaque fois recalculer. Et dans le problème, il y a 3 multiplications, il y a une surcharge cognitive, vous allez finir par craquer. Et par rapport à ces automatismes cérébraux, ah ben, ça fait de l'économie psychique qui permet d'avoir de l'énergie cognitive pour pouvoir aller au bout de l'exercice. Mais ça veut dire que la faute de distraction, c'est l'indice qu'on est dans des compétences flottantes pour lesquelles il faut simplement donner des exercices pour créer des automatismes cérébraux. Donner des exercices pour ce que vous ne connaissez pas, ça n'a strictement aucun sens. Ce que vous connaissez déjà, puisque vous n'avez pas besoin d'exercer des compétences acquises. Donner des exercices pour des connaissances flottantes, ça a du sens. Et donner des exercices pour ce que vous ne comprenez pas, ce que vous ne maîtrisez pas du tout, ça n'a pas non plus de sens. Or, les devoirs scolaires, puisqu'on en parlait, eh bien, ce sont en principe des exercices pour entraîner les compétences acquises. Si j'interroge des enseignants dans la table virtuelle pour leur demander à quoi servent les devoirs, ils vont me dire mais c'est pour entraîner les compétences acquises. C'est pas pour acquérir
avec le parent qui se transformait en enseignant. Et là, vous avez eu un slogan catastrophique en France, qu'heureusement on n'a pas récupéré là en Belgique, l'école à la maison. Mais non, l'école ne peut pas être la maison et la maison ne peut pas être l'école, sauf si vous décidez d'apprendre le métier d'enseignant. Un enseignant, c'est quelqu'un qui a appris un métier qui lui permet de séquencer des apprentissages et de les programmer. Ça ne s'improvise pas. Et un enseignant, c'est aussi quelqu'un qui sait faire la différence entre l'attention flottante et la concentration. Les parents n'ont pas appris tous ces mécanismes-là. Et donc, pendant le confinement, par exemple, j'étais souvent interpellé par des parents qui me disaient, j'arrive pas avec mon enfant parce qu'on nous a dit qu'on coupait le temps en deux. Et en fait, en réalité, ben, je n'arrive pas à faire en sorte qu'il se concentre pendant 3 heures. Ben, évidemment, c'est absolument impossible. Monsieur Imbec, on vous a perdu. Alors, excusez-nous un tout petit instant. Oui. Il n'y a plus de son. Non, s'était déconnecté. Il va revenir. Bon, voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est, vous êtes Voilà. revenu. Oui, Merci. j'ai disparu d'un coup, donc voilà. Et donc, vous ne me voyez pas. Oui. Je remets la caméra et là, oui, ça va? Oui, on vous voit. Oui. Ok, Merci. voilà. Donc, on en était donc à cette idée. Je ne sais plus très bien d'ailleurs où j'en étais au moment où j'ai disparu, parce que je ne sais pas à quel moment j'ai disparu. Est-ce que Pendant le quelqu'un... confinement. On était donc dans cette idée de confinement, de parents qui ont appris, et on a vu le mécanisme se réaliser en Belgique comme en France d'ailleurs, au moment où on a récupéré nos enfants à la maison pour faire l'école à la maison. Voilà, l'école à la maison. On s'est dit, ces profs, c'est quand même géniaux, les enseignants, ce qu'ils font. Et il y a eu un vrai mouvement d'admiration envers les enseignants. Malheureusement, il n'a pas demeuré très longtemps. Et après, le naturel est revenu au galop. Et on a recommencé, en fait, à considérer que c'était un métier ordinaire. Or, c'est un métier très difficile. On le sait principalement parce que, justement, on sait qu'un groupe d'élèves, c'est un groupe d'élèves dans lequel vous n'aurez pas la concentration de l'ensemble des élèves en permanence. Vous aurez une attention flottante, nécessairement flottante de la majorité des élèves, que vous allez de temps en temps remettre au diapason. Parce que, comme je le fais ici, par exemple, je travaille exactement de la même façon que le ferait un enseignant. C'est-à-dire que ici, c'est un peu compliqué parce que je ne vois qu'une personne. Et heureusement que je vois cette personne-là, parce que constamment, je vais vérifier chez cette personne si voilà une deuxième, donc j'ai 2 personnes chez qui je peux vérifier si mon discours passe. Les enseignants le font en permanence. Il y a une partie de leur cerveau qui est mobilisée par cette façon d'aller scruter dans le groupe les signes d'attention plus précises. Et évidemment que dans le discours non verbal, notamment de l'enseignant, quand je lève mon doigt, quand je lève mes sourcils, quand vous avez il va peut-être pour lequel il faut prêter un peu plus attention. Les enseignants le font en permanence, ils se mettent en scène et ils observent leur public en permanence. C'est pour ça qu'un enseignant est épuisé après une journée de cours. Les parents ont parfois du mal à le concevoir, mais c'est tout ce mécanisme de jeu entre l'attention, la concentration et l'attention qui fait que pour un enseignant, qu'il a appris, il sait comment le faire, et que l'école n'a pas à se substituer à la maison, et la maison n'a certainement pas pour vocation de devenir une école. On l'a vu pendant cette période de confinement, et donc c'est important de pouvoir comprendre aussi à quoi sert l'évaluation. Je le disais tout à l'heure, un 2 sur 10, pour un enfant, ça peut être vécu comme un échec si c'est vécu comme une catastrophe par son parent, par exemple. Alors que si vous dites, mais 2 sur 10, on va essayer d'identifier ce que tu connais. On va essayer d'identifier ce qui doit être consolidé parce que tu fais des fautes dites de distraction. Et ce que tu ne comprends pas, on va te donner les moyens de le faire comprendre. Et là, on est passé à côté d'une opportunité énorme de moduler cette pédagogie traditionnelle et de la moderniser parce que, j'en parlais tout à l'heure, l'enseignement hybride a été présenté de façon catastrophique. Hybrider, c'est pas couper en deux. Quand on a dit 50% de temps en présentiel, 50% de temps, on va maintenant utiliser le terme adéquat, en présentiel numérique, eh bien,
on s'est retrouvé avec certains enseignants qui, n'ayant pas été accompagnés, faisaient la même chose dans les deux espaces. Or, c'était important de dire que l'hybridation, c'est un changement de nature de l'ensemble. Si vous hybridez un cheval avec un âne, vous n'aurez pas un demi-cheval et un demi-âne, vous aurez un mulet. C'est important de le concevoir parce que l'hybridation supposait un enseignement différent. Les enfants revenaient à l'école, non pas pour répondre à des questions, mais pour poser des questions. Ce qui marche très très bien dans l'enseignement qu'on appelle, nous, l'enseignement phygital, c'est-à-dire dans lequel on va reprendre le meilleur du digital et le meilleur de l'humain, parce que ça n'a aucun sens de faire un débat pour ou contre le digital. Il faut juste mettre plus d'humain et prendre le meilleur de l'humain de façon à changer la forme aussi des relations, je vais dire, d'enseignement humain. Le digital a une capacité que l'être humain n'a pas, c'est la capacité de répéter la même chose plusieurs fois. Je vais prendre un exemple. Imaginez, dans ma classe, on est passé aux fractions et moi, je n'ai toujours pas compris les divisions. Alors, évidemment que je suis largué. Et quand on est largué, un enfant, quand il est largué, il commence à faire le mort ou à faire le fou. C'est inévitable. Dès que vous êtes dans une position de ne pas comprendre ce qui s'explique devant vous, on l'a fait avec un groupe d'enseignants dans lequel on devait en Belgique. La Belgique n'est pas très grande, mais quand vous voulez traverser la Belgique, donc on est parti avec des enseignants de Tournai qui sont à un bout de la Belgique, et on leur a dit une formation qu'on va vous donner à Arlon. De l'autre côté, ils voulaient une formation sur l'ennui et la violence. On les a fait traverser la totalité de la Belgique en leur disant vous devez être à 9 h du matin à Arlon. Le but du jeu un peu pervers, c'était de les faire lever très tôt. On se retrouve dans cette salle avec les enseignants et on commence à parler de la théorie de l'agir communicationnel d'Habermas. Si vous voulez un livre absolument incompréhensible, terriblement compliqué, prenez celui-là, c'est terrifiant. Je ne comprenais pas ce que mon collègue disait, il ne comprenait pas ce que je disais. Au bout d'un quart d'heure, il y a un enseignant qui lève son doigt et qui dit écoutez, c'est plus possible, on ne comprend rien à ce que vous dites. Alors, tous ceux qui connaissent les enseignants savent qu'un enseignant fâché, ça peut être dangereux, mais un enseignant fâché au milieu de ses collègues, c'est terriblement dangereux. Donc, on arrête l'expérience et depuis le début, on les avait filmés. On leur dit on va regarder. Profondément assoupis. D'autres avaient bougé leur chaise pour pouvoir se parler de façon plus confortable. Je me souviens d'un enseignant qui écrivait des petits mots à son collègue. Bref, ils faisaient exactement ce qui se produit dans leur classe quand un élève se met à faire le mort, c'est-à-dire il s'absente du cours, ou il fait le fou, il fait tout à fait autre chose qui est attendu de lui. Et on avait juste mis ces enseignants dans la position d'un enfant qui ne comprend plus rien aux mathématiques. Si vous ne comprenez plus rien, vous allez rentrer dans un cercle vicieux qui fait que vous allez faire le mort ou faire le fou inévitablement. Or, un enseignant, au bout de 15 minutes, a osé se lever pour dire arrêtez, on ne comprend rien. Les élèves ne le font pas, ils restent à l'intérieur et c'est ce qu'on appelle le vrai décrochage et c'est même dans ce cas-là parfois une forme de décramponnage, c'est-à-dire vous êtes dans l'école mais vous n'êtes plus à l'école. C'est important que les élèves, on va voir pourquoi et comment, puissent poser des questions dès qu'ils ne comprennent plus. Alors, on va imaginer ce petit garçon qui ne comprend plus les fractions parce que les divisions, il n'a pas bien compris. Pose sa question une première fois, l'enseignant repère que l'élève n'a pas compris le principe de la division, et comme il est enseignant, il est très patient, il reprend l'explication. Le cours reprend, l'élève n'a toujours pas compris. Il repose la question. Là, l'enseignant, et quand on filme un enseignant, on le voit, il est très très patient. Je vous assure que celui qui a été filmé, il est très patient, mais il explique, il redonne l'explication, mais on sent dans le ton de sa voix des micro-signaux, dans ses attitudes, des tas de petits signes qui montrent de l'irritation, auquel l'élève est très sensible. Et donc, même s'il n'a pas compris, c'est fini. Il a eu le courage de poser la question 2 fois. Il ne fera pas une 3e fois, d'autant que la classe, elle, n'a pas la patience de l'enseignant et manifeste ostensiblement qu'eux ont compris, ils veulent continuer. C'est tout le problème de l'enseignement simultané, hein, cet enseignement qui est tout à fait positif si vous voulez prêcher. C'est un enseignement qui a été prévu, une forme d'enseignement qui a été prévue pour convertir, donc pour prêcher une parole vis-à-vis d'un ensemble, mais l'enseignement simultané révèle sa qualité
quand on met en place des formes de pédagogie différenciées. Et donc, on est dans la différenciation, c'est-à-dire pouvoir répondre à chacun. Imaginez que vous avez une petite capsule qui a été tournée de manière numérique, dans lequel l'enfant peut aller retrouver l'explication des fractions. La petite capsule, elle ne va pas s'énerver. Elle va répéter, 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 répéter. Ça, c'est un rôle que l'ordinateur joue mieux que l'enseignant. Par contre, ce que l'ordinateur fera toujours beaucoup moins bien qu'un enseignant, c'est répondre à des questions. Et la pédagogie inversée, c'était juste dire aux enfants, on va vous donner des petites capsules de maximum 7 à 8 minutes, maximum 10-12 minutes si on est chez des plus âgés, mais des petites capsules qui vont simplement être l'explication d'une compétence. Si vous êtes comme moi, si vous avez deux mains gauches et que vous n'êtes pas très, très bon en bricolage, si vous devez faire une réparation, si vous allez regarder un tutoriel, il ne faudra pas que ce tutoriel dépasse les 7-8 minutes, sinon vous allez lâcher. Eh bien, c'est la même chose pour les élèves. Des petites capsules. On leur demande simplement de prendre connaissance de la matière sur cette capsule. Et puis, vous venez en classe. Et là, on n'aura plus des bancs en autobus. On aura soit des bancs qui seront mis en U, c'est-à-dire vous allez me questionner pour ceux qui ont compris, comment vous allez questionner par rapport à la compréhension de cette petite capsule. Et on ne va pas à l'école pour donner des réponses, on ne va à l'école que pour poser des questions. C'est la véritable définition qu'on doit donner à l'école par rapport à nos élèves. L'école ne doit pas être le lieu où on obtient des points parce on répond adéquatement à des questions. C'est l'endroit où on doit oser poser des questions. Or, c'est ce qui caractérise nos petits-enfants belges et français dans leur différence avec les enfants danois ou norvégiens. Vous savez, l'enseignement danois-norvégien n'est pas beaucoup plus évolué que le nôtre, sauf sur un point bien précis. Si vous prenez un petit garçon ou une petite fille danois ou danoise de 8 à 10 ans qui lève son doigt en classe, vous lui demandez si elle a fait quelque chose de positif. 8 sur 10 vont vous dire qu'ils ont fait quelque chose de positif. Posez une question. C'est exactement le chiffre inverse par rapport à un petit garçon ou une petite fille belge ou française. 8 sur 10 a le sentiment, quand il lève son doigt, de réaliser un geste négatif parce qu'il montre une faiblesse, qu'il montre une faille. Ce n'est pas la faute des enseignants, c'est la faute de tout un environnement scolaire, parce que, par exemple, un parent danois, quand son enfant revient de l'école, va lui poser comme question quelle belle question as-tu posée aujourd'hui? C'est ça le vrai principe. L'école est le lieu du questionnement. Un enfant en Belgique ou en France va plus vite être soumis à la question: est-ce que tu as bien travaillé? Est-ce que tu as été sage? Est-ce que tu as bien répondu aux questions? Et donc, on est dans cette idée que l'école, c'est l'endroit où on doit réaliser des performances et répondre adéquatement aux questions. C'est important, et la pédagogie inversée, eh bien, supposait que, c'est pour ça qu'on parle de pédagogie inversée, que le devoir scolaire, c'était la prise de connaissance de la matière. On prend connaissance de cette matière, on vient en classe et on pose des questions pour simplement essayer de gommer ce qu'on n'aurait pas compris et de se faire comprendre les choses de manière complète en utilisant le support que l'adulte propose. Et autre forme qui d'ailleurs s'est mise en place d'emblée dans l'histoire de l'école, dès qu'on a eu l'enseignement simultané, l'école, tout de suite, on a vu se mettre en place une forme d'enseignement qui est l'enseignement mutuel. Alors, comme à l'époque, on est au XVIIIe siècle, il n'y avait que deux modèles, c'était le modèle de l'armée et le modèle des monastères. Eh bien, on a pris le modèle de l'armée en disant, celui-là qui comprend la matière, il va l'expliquer aux 10 autres. Et vous deveniez un décurion ou un centurion en fonction de votre rang. Et on s'est rendu compte très, très vite que cet enseignement mutuel, il obtenait des résultats bien meilleurs que l'enseignement simultané. Parce que quand un élève explique à d'autres élèves, il est plus proche dans les mécanismes d'apprentissage, il est plus proche de ceux qu'il vient simplement d'activer, donc il est capable beaucoup plus de les reproduire. Si vous êtes très très fort dans une matière, si vous êtes très très bon en maths, n'essayez pas de l'enseigner à vos enfants. Parce que vous allez être soumis à un effet qu'on appelle l'effet Bachelard. L'effet Bachelard, c'est plus vous êtes compétent dans une matière, moins vous savez l'enseigner. Parce que vous avez l'impression que les choses sont faciles. Et donc, vous faites des raccourcis. L'élève ne comprend pas, mais vous allez très, très vite pour expliquer les choses. Ce qui est important, c'est de pouvoir dire, tiens, toi, tu as compris cette capsule.
explique-la. Explique-la à celui qui n'a pas compris. Et là, ce ne sont pas des bancs en U, ce sont des bancs en îlot, dans lequel celui qui a compris explique au petit groupe de ceux qui ont moins bien compris. C'est l'enseignement mutuel. Il a été tout de suite étouffé dans l'œuf. Au XVIIIe siècle, il a montré des résultats très, très, très impressionnants dès qu'il a été activé. Mais tout de suite, on l'a étouffé dans l'œuf parce qu'évidemment, on s'est dit attention, le savoir étant sacré, appartenant aux profs ou aux religieux, il n'est pas question que les élèves puissent le détourner. Et donc, on reprend l'enseignement simultané de manière autoritaire. Et là, ça a empêché cette progression qu'on a vu revenir, parce que dès que vous chassez un principe positif en pédagogie par la porte, il revient par la fenêtre. On l'a vu revenir avec notamment le tutorat, le mentorat, tous ces mécanismes qui font que, par exemple, et on va voir que les devoirs scolaires, qui sont cette forme d'hérésie pédagogique absolue et qui sont typiques de ce qu'on appelle un malentendu scolaire. Je suis sûr qu'autour de la table virtuelle qu'on a ici, rassemblée ce soir, il y a des parents qui s'énervent. Est-ce qu'il y en a un ou l'autre qui pourrait juste se montrer à l'écran? Un parent qui s'énerve en faisant les devoirs. J'ai juste besoin d'en voir un. Voilà, un qui se dévoue pour se montrer. Alors, vous êtes et une deuxième personne, donc j'ai deux personnes, et voilà, et puis les mains vont se lever. Et donc, on a affaire à deux personnes qui vont personne, et c'est parti. Ça veut dire qu'on est réellement dans quelque chose qui produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. C'est-à-dire que ce mécanisme qui fait, et c'est tout à fait légitime, même les enseignants, lorsqu'ils deviennent parents, perdent pour un grand nombre d'entre eux leur capacité d'enseignement, simplement parce que, eh bien, on est énervé par l'idée que notre enfant pourrait ne pas comprendre les choses. Et donc, on est tenté de prendre un burin pour faire rentrer, par exemple, dans la tête de l'enfant, les opérations logiques. Alors, je parle des opérations logiques parce que le passage à la dizaine, c'est typique. Ce sont des trucs qui rentrent dans la tête de l'enfant par, on appelle ça en psychologie, par insight. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des connexions neuronales qui se font quand il est en train de dormir, par exemple, et qui fait qu'il se met à comprendre. Mais ça vient à des moments différents pour les uns et pour les autres. Alors, je vais proposer à l'une des personnes qui s'est manifestée pour dire qu'il s'énerve, je vais juste lui demander pourquoi il s'énerve. Un de ceux, je crois que vous pouvez allumer votre micro. Donc, juste me dire en quelques mots pourquoi vous vous énervez. Allô, allô? Juste une personne. Allez, Voilà, allez-y. allez-y. Moi, je veux bien. Allez-y. Oui. Du coup, c'est vrai que souvent, c'est le fait qu'ils ne comprennent pas et que je répète plusieurs fois la même chose. Bon, vous avez parlé de table de multiplication, on est en plein dedans en ce moment. Voilà. On a beau répéter, c'est vrai que j'ai l'impression que ça rentre pas du tout. Et donc, ça m'agace. C'est vrai que j'essaye de garder mon calme, mais au bout d'un moment, j'arrête parce que je vois que je monte petit à petit et je m'énerve tout seul. Alors, vous expliquez très, très bien comment ça se passe et vous vous énervez tout seul. Vous montez dans les escaliers. Alors, inévitablement, vous allez vous énerver. Pour votre enfant, c'est relativement difficile à vivre, de constater que finalement… Alors, je ne sais pas si vous-même, vous êtes bonne en mathématiques ou mauvaise en mathématiques? À l'époque, pas très bonne non plus. Pas très bonne en mathématiques, voilà, très bien. Alors, si on analyse votre cerveau par rapport à quelqu'un qui serait bon en mathématiques, on va voir aucune différence. Les cerveaux de ceux qui sont bons en mathématiques et de ceux qui sont mauvais en mathématiques n'ont aucune… on ne peut pas les distinguer, il n'y a pas de bosse de maths pour le dire plus simplement. Mais qu'est-ce qui explique qu'à un moment donné, vous allez décider que les mathématiques, ce n'est pas pour vous, et une autre personne va dire « Ah non, c'est super les mathématiques ». Et d'ailleurs, elle va vous dire, cette personne, plus c'est difficile, plus c'est agréable. Parce que quand on obtient le résultat d'une opération mathématique difficile, on crée des endorphines dans son cerveau. Et les endorphines, c'est les hormones du plaisir. Et donc, ce sont des bouffées d'orgasme, littéralement. Le fameux Eureka d'Archimède, c'est biochimiquement un orgasme. Vous vous êtes refusé toutes ces bouffées de plaisir parce que vous avez décidé, sans doute assez tôt dans votre développement, que ce n'était pas pour vous. Et le problème du cerveau, c'est que c'est use it or lose it. Ce que vous n'utilisez pas va se perdre, pas parce que votre cerveau rétrécit, parce que vous ne myélinisez pas vos circuits cérébraux. C'est-à-dire qu'en fait, ils deviennent beaucoup moins actifs, beaucoup moins fluides. Vous avez des personnes qui myélinisent, qui vous répondent très, très vite,
et d'autres qui vont être très lents, de plus en plus lents, et vous allez en faire de moins en moins, et l'autre va en faire de plus en plus. Cercle vicieux qui se met en place pour vous, vertueux pour lui, il myélénise de plus en plus ses circuits cérébraux, et donc vous avez quelqu'un qui finit par aimer les maths, qui trouve que c'est génial, que ça procure du plaisir, et quelqu'un dont les circuits sont enrayés, qui se dit, mon Dieu, d'abord, j'énerve les gens parce que je suis lent pour répondre et vous l'exprimez très très bien en disant voilà les tables de multiplication, ça ne rentre pas dans sa tête. Alors là, vous êtes clairement en train de mettre le doigt sur un automatisme cérébral. Comme ça ne rentre pas dans sa tête, ben vous avez un petit burin à côté de vous et vous rêvez de pouvoir le faire rentrer vous-même, le mettre en apprentissage forcé. Or, c'est une caractéristique humaine, on ne peut pas obliger quelqu'un à apprendre. C'est un apprentissage, c'est toujours spontané. Et ce qui vous agace, c'est que ça prend du temps. Ça prend un temps différent. Tu ne sais pas encore faire 7 plus 15, alors que le petit voisin sait déjà faire 7 fois 15. Ce n'est pas possible. Il faut que tu répondes. Et on reprend le burin. Et c'est comme ça qu'on perturbe le désir, le plaisir et l'envie d'apprendre de l'enfant et qui finit par se dire les mathématiques, ce n'est pas pour moi. Tout ça parce que dans votre tête, et c'est tout à fait légitime, hein, parce que vous ne pouvez pas vous-même vous dire tiens, je vais prendre l'initiative de voir les devoirs autrement. Pourtant, je peux vous assurer que tous les enseignants qui sont autour de cette table virtuelle vont vous dire le rôle de cette maman n'est pas de se transformer en enseignante, c'est de mettre son enfant en situation de faire des devoirs. Alors, on a fait une expérience en Fédération Uni-Bruxelles où on a pris des écoles et on a décidé que pour les enfants de première, deuxième année primaire, un devoir, ça devait durer maximum 12 minutes et 36 secondes. Pour les enfants de troisième et quatrième, 14 minutes et 22 secondes. Et pour les enfants de cinquième et sixième, 22 minutes et 17 secondes. Je vois que vous êtes en train de me regarder comme si j'étais un alien en disant « mais ce type est fou, ça n'est pas possible de mesurer à ce point-là ». Effectivement, je mets des chiffres au hasard d'ailleurs, mais tout ça pour dire en fait que ce qu'on a proposé aux parents, c'est de prendre un chronomètre. Votre rôle de parent, c'est de mettre l'enfant en situation de faire ses devoirs. On demande aux enseignants de calculer un devoir qui prend à peu près 10 minutes pour ceux qui ont compris. Votre enfant va se mettre au devoir pendant 10 minutes, mais il n'a pas tout compris. Il va donc pas aller au bout de son devoir, mais il va aller le plus loin possible. Tout le monde va y gagner. Vous n'allez plus vous énerver. Vous saurez que votre travail, c'est de faire 10 minutes et que ce n'est pas à vous à prendre un burin pour faire rentrer les choses dans la tête de votre enfant. Votre enfant ne sera plus confronté à ce qui est sans doute une expérience un peu difficile, confronté à une maman qui s'énerve, une maman qui se défigure, qui s'énerve, parce que vous le dites vous-même, vous montez dans les tours, mais un enfant, il ne perçoit pas où sont les limites de ces tours, hein, donc c'est parfois très difficile à vivre. Et les enseignants, ils gagnent aussi parce que qu'est-ce qu'il y a comme intérêt pour eux à corriger des devoirs de parents ou des devoirs qui ont été parasités par l'intervention du parent, donc ils n'arrivent plus à repérer les socles de compétences. Sortir du malentendu scolaire, c'est mettre le devoir pour ce qu'ils sont, des endroits dans lesquels je vais entraîner des compétences acquises. Donc, par exemple, puisque vous parliez des tables de multiplication, bah oui, le devoir va durer 10 minutes. Aujourd'hui, on va te demander pendant 10 minutes de te fixer sur l'apprentissage par cœur des tables de multiplication, parce que ça, il faudra que ça devienne un automatisme cérébral. Et donc, avoir, par rapport au devoir, une attitude qui permet simplement de repérer les socles de compétences, un peu toujours avec ce mécanisme d'armoire, ça tu connais de manière flottante, ça tu connais pas, et tu reviens en classe, ceux qui ont été au bout de leur devoir expliquent à ceux qui n'ont pas été au bout de leur devoir, vous mettez en place des systèmes de tutorat, et tous les enseignants le savent, le tutorat, celui qui doit être motivé pour le faire, ce n'est pas l'élève qui n'a pas compris, c'est l'élève qui a compris. C'est-à-dire que vous dites à l'élève qui a compris, si l'autre, au bout de la petite séance qu'il a avec toi, a compris, c'est toi qui as 2 points en plus parce que le but, c'est de le faire comprendre les choses. C'est productif pour tout le monde. L'élève qui explique à l'autre, eh bien, il se met en situation effectivement d'installer ses compétences parce qu'on les installe beaucoup mieux quand on les explique. Et celui qui reçoit l'explication, il le reçoit par quelqu'un chez qui les mécanismes cérébraux sont encore tout frais. Tout ça, ce sont des manières de faire évoluer la pédagogie traditionnelle. Ce sont des mécanismes de remédiation ciblée parce que la remédiation, elle n'a aucun sens. Je parlais d'évaluation tout à l'heure. L'évaluation est faite pour repérer les espaces dans lesquels votre compétence n'est pas installée. Et un élève qui a compris, qui a compris ses erreurs,
Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est pas de compter les points de ces enfants en disant tu as 2 sur 10, c'est mauvais, tu as 3 sur 10, c'est encore mauvais, ah tu as 6 sur 10, ça va un petit peu mieux, tu as 8 sur 10, c'est génial, tu as 10, c'est extraordinaire. C'est pas ça le but. Le but, c'est de dire on va lire ensemble ton interro pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser cet interro pour mettre en place des remédiations ciblées, pour qu'on préserve ce fameux plaisir d'apprendre. Mais pour ça, il faut que les élèves, et c'est un point essentiel que la neuropédagogie montre d'ailleurs de manière spectaculaire, les élèves qui réussissent à l'école, ce ne sont pas ceux qui ne font pas d'erreurs, c'est ceux qui comprennent leurs erreurs, l'analyse des erreurs. Et pour ça, il faut que l'élève ose faire des erreurs. L'école n'est pas le lieu où on va pour ne pas se tromper. L'école, c'est le lieu où on va pour commettre des erreurs. Si on veut que le courant de la pédagogie traditionnelle avance de manière pour se mettre en phase avec les réalités, il faut complètement revisiter le statut de l'erreur. Pour bien le comprendre, il faut comprendre une entreprise qui est sans doute celle qui actuellement réalise les résultats les plus spectaculaires et les plus probants, c'est l'aviation. Si vous êtes directeur d'une compagnie aérienne, on va vous demander de viser le risque zéro. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer qu'un avion tombe. Et si un avion tombe, c'est une catastrophe. Donc, on vous demande de mettre en place un système quasiment sans erreur. Or, quand vous regardez les pionniers de l'aviation, ils étaient quand même rudement mal partis. Quelques mètres, ils se vautrent, c'est une vraie catastrophe. Qu'est-ce qui explique qu'on est parti de si bas pour arriver si haut en termes de performance? Eh bien, il y a 2 notions qui vont l'expliquer. La première notion, c'est ce qu'on appelle la ténacité. Ces personnes, les pionniers de l'aviation, aucun d'entre eux n'a eu un jour un doute. J'y arriverai jamais, on volera jamais, c'est pas possible, il faut qu'on arrête. Ils étaient tous convaincus, malgré leurs déboires initiaux, que ça allait fonctionner. Cette ténacité, tous ici, autour de la table virtuelle, on a fait preuve de cette forme de ténacité sur au moins un apprentissage. Sauf erreur de ma part, tout le monde ici, autour de cette table, marche. Or, nos premiers pas, ils n'étaient pas terribles. On est tombé régulièrement, mais aucun d'entre nous ne s'est dit c'est pas possible, la marche n'est pas pour moi, je tombe trop souvent. On a ce principe qui a une forme de certitude qu'on va y arriver parce que, et tous les apprentissages, c'est ce que Philippe Mérieux appelle l'éducabilité, c'est-à-dire le parti que tous les enfants sont éducables. Je n'ai pas dit que tous les enfants rentreraient à l'université. Ce n'est pas le but, ce serait absolument pas souhaitable, mais que chacun allait réussir à préserver ce que l'économiste Sen appelle la capacité, c'est-à-dire l'aptitude à faire des choix qui correspondent à ses aspirations. Un élève qui est en vraie difficulté, ce serait un élève qui dit « mince, j'aurais voulu faire ça et je suis plus en mesure de le faire parce que j'ai pris des filières qui m'ont complètement coincé. » Ça n'est plus du tout une réalité que l'on peut rencontrer si on utilise adéquatement un parcours d'apprentissage et non pas une trajectoire diplômante. On va pouvoir apprendre toute notre vie de façon à devenir apte à faire ce qu'on a choisi de faire. Ça veut dire pas tout le monde l'université, pas la réussite scolaire chez tout le monde, mais réussir de cette manière-là. Simplement, cette ténacité, c'est le parti de l'éducabilité. Et le deuxième élément qui fait que l'aviation a réussi ses résultats extraordinaires, c'est lié au fait que la boîte noire est systématiquement analysée. Dès qu'il y a une dysfonction, dès qu'il y a un incident, vous avez une analyse de la boîte noire. C'est ce qu'on doit faire avec nos enfants. Explique-moi ton erreur. Parce qu'il faut bien comprendre que, en gros, quand on comprend le fonctionnement du cerveau, notre cerveau est coupé en 2. C'est Kahneman, le prix Nobel, qui l'a montré de façon fulgurante. On a 2 façons de penser la réalité. Et notre cerveau est organisé avec cette double configuration. Une partie de notre cerveau est formatée pour répondre très, très vite, de manière impulsive, de manière instinctive, de manière apparemment non réfléchi, mais c'est quand même notre cerveau qui nous fait réagir de cette manière-là. C'est ce qu'on appelle le circuit 1, qui est un circuit rapide. Si vous êtes dans les Pyrénées, que vous avez face à vous un ours qui est debout, qui bave et qui montre ses dents, activez le circuit 1.
si vous commencez à activer le circuit 2, qui vous amène à passer par le cortex en vous disant c'est un plantigrade, mais c'est vrai que généralement il est végétarien, mais de temps en temps il peut se montrer agressif et éventuellement même devenir carnivore, ben, vous avez donné beaucoup de chance à l'ours de vous dévorer. Il vaut donc mieux activer le système 1 qui vous dit va-t'en. C'est ça, le système 1, c'est la réponse rapide. Ce qui est d'ailleurs plus performant, c'est le système 1. Et puis, vous activez le système 2. Ah oui, mais attention, en fuyant, je dois faire attention de ne pas me précipiter en tournant le dos à l'ours, mais je dois partir lentement en le regardant de face. Ça, c'est le système 2 qui va vous l'indiquer parce que vous l'aurez appris quelque part. Le système 2 fait passer les informations par le cortex pour une analyse plus lente. Quand on s'énerve, par exemple, dans les devoirs, on invite l'élève, l'enfant, à activer le système 1. Allez, réponds vite. Et donc, lui, il va aller très, très vite dans le système 1, qui sont des réponses impulsives, parfois des réponses liées à des automatismes cérébraux. Donc, le jour où votre enfant aura effectivement appris ces tables de multiplication par cœur, c'est son système 1 qui va fonctionner, parce qu'une fois que c'est un automatisme cérébral, ça devient effectivement, c'est récupéré par cette partie-là du cerveau. Pour le reste, analysez les erreurs en disant, regarde un petit peu l'erreur, explique-moi ton erreur. Parce que ces erreurs ont du sens. Le problème, c'est qu'on confond très souvent l'erreur avec une faute. Et une faute, c'est quasiment une faillite morale. D'ailleurs, en France, vous êtes un peu plus spécialisé que nous par rapport à ça, parce que votre langue, le français, est considéré un peu comme une langue sacrée. En Belgique, on a des tas de liberté avec la langue, mais chez vous, on ne fait pas des erreurs d'orthographe, on fait des fautes d'orthographe. Parce qu'on fait des erreurs de calcul. Parce que là, on accepte l'idée que les calculs, c'est compliqué, et donc on accepte l'idée qu'il y ait des erreurs, mais en français, on fait des fautes, parce que c'est une distance presque par rapport à une langue sacrée, donc c'est presque une erreur qui est, je vais dire, enduite un peu de moralité. Et donc, on est dans l'idée de faute. Ça veut dire que vous avez des élèves qui ont peur de commettre des fautes parce que leurs erreurs sont assimilées à des fautes. C'est important de toujours retenir cette phrase de Beckett qui dit « fais des erreurs, continue à faire des erreurs, mais trompe-toi chaque fois mieux parce que tu auras appris de tes erreurs ». Quand un élève n'a pas peur de faire des erreurs, il est en situation d'apprendre. L'élève qui a peur de faire des erreurs n'apprend plus rien parce qu'il n'ose plus avancer et il est tétanisé par l'idée que ses erreurs soient interprétées comme des fautes. Tout ça, c'est ce fameux courant qui est le courant de la pédagogie traditionnelle. Et je suis resté longtemps dessus parce que c'est le courant principal de la pédagogie. Et trop souvent, on a tendance, notamment dans le marché de la pédagogie, à considérer ce courant comme un courant ringard. La pédagogie traditionnelle, si elle est attentive à l'évolution de la société, n'est pas du tout un courant ringard. Mais il est problématique s'il se ferme aux autres courants. Parce que, souvenez-vous, on a été à la source rechercher Platon, on va aller à la source du deuxième courant et on va aller chercher non plus Platon, mais Aristote. Alors, les gens qui connaissent un peu la philosophie vous diront que Aristote, c'est pas un ennemi de Platon, hein. Et quand on fait de la pédagogie active, une pédagogie qui serait contre la pédagogie traditionnelle, on se trompe complètement. On est dans la même vision du savoir. C'est-à-dire qu'Aristote considère aussi que le savoir est extérieur à l'individu et qu'il appartient en gros au Dieu. Mais là où ils sont en distance l'un par rapport à l'autre, c'est sur le chemin qu'on va prendre pour acquérir ce savoir. Platon dit, c'est un vase à remplir, l'enfant, là où Aristote va plutôt mettre en scène un feu à allumer, va chercher toi-même le savoir parce que le monde sensible permet d'acquérir des connaissances. L'expérimentation, faire des choses, on voit apparaître Rousseau, on voit apparaître Pestalozzi, on voit apparaître le début des pédagogies actives qui sont faussement appelées pédagogies nouvelles. Moi, j'ai un agacement profond à entendre parler de pédagogie nouvelle pour des pédagogies des années 40-50, hein, de Crowley, Freinet, Montessori. Alors, le vrai problème de Montessori, c'est pas Montessori en soi, c'est qu'elle s'est dressée une statue à elle-même, elle a oublié tous les autres. Montessori est un auteur qui ne cite jamais les autres. Alors que Freinet, Ferrière, Cousinet, il y a des tas de gens absolument géniaux dans ce courant de la pédagogie, de la pédagogie active, qui sont des personnes qui ne
n'articulent pas ce qu'ils font autour d'une méthode. Il n'y a pas de méthode Freinet, il y a des techniques Freinet, il y a des techniques de Crowley, il y a des techniques Ferrières, il y a des techniques Cousinet, et parce que tous ces gens dont je vous parle, ce sont des enseignants qui avaient le souci de diffuser leurs techniques auprès de leurs collègues. Ce ne sont pas des médecins comme Montessori, qui, elle, voulait faire une méthode fermée aux autres, avec tout le risque que ça suppose, parce que quand vous avez une méthode, vous la fermez à toute évolution. Et vous dites, on s'arrête parce que j'ai trouvé tout ce qui fonctionne, ce qu'est la pédagogie. Ça, c'est dangereux dans un courant parce qu'il faut toujours envisager ces courants pédagogiques comme quelque chose qui évolue. On ne fait pas de statut à un pédagogue en disant, lui, il a tout trouvé, maintenant on s'arrête. Chacun construit un édifice en apportant quelque chose dans ces différents courants qui ne s'opposent pas. La pédagogie active n'est pas une pédagogie qui critique le fonctionnement de la société, qui s'oppose au fonctionnement de la société. Montessori était tout à fait en phase avec Mussolini. Ça ne veut pas dire qu'elle était mussolinienne. Freinet, j'ai dans ma bibliothèque une lettre de Freinet où il écrit à Pétain pour lui dire que ses idées sont relativement en phase avec celles d'Hitler. Et donc, ce ne sont pas des révolutionnaires. Je ne veux pas vous dire que Freinet est hitlérien et que Montessori était mussolinienne. Ce seraient des raccourcis qui sont tout à fait absurdes. Mais ce n'était pas leur préoccupation de contester le pouvoir et l'autorité. C'est donc pas une pédagogie contestataire. C'est pour ça que quand les deux courants avancent, eh bien, on sent que l'on peut très bien et très facilement aller chercher le meilleur de l'un et le meilleur de l'autre. Ce qu'on appelle les pédagogies multivariées vont vous dire on va alterner les moments de pédagogie active avec les moments de pédagogie assise, les moments où on dit, parce que ce n'est pas une hérésie pédagogique de dire à un élève, assieds-toi, je vais t'expliquer quelque chose. Ce n'est pas non plus un crime de lèse-majesté de dire ça, tu vas essayer de le découvrir par toi-même. Ce sont simplement le mariage de moments de pédagogie active avec des moments de pédagogie, de la monstration, de l'explication, donc plus traditionnelle. Et ce qu'on appelle les classes flexibles, qui sont réellement l'avenir de nos classes en termes de configuration, c'est un petit territoire dans lequel on a des bancs en îlot, un autre où on a cette forme peut-être de banc autobus qui est préservée, un autre où on a des bancs qui peuvent être resitués en U, et vous avez une possibilité d'avoir dans la même classe des modules différents. Ça suppose que les classes ne soient pas surchargées, ça c'est le même problème en Belgique qu'en France. Tant que vous avez des classes trop nombreuses, toutes ces pédagogies dont on parle ici ne sont pas réalisables parce que c'est un modèle, les classes excessivement nombreuses, qui n'est valable que pour l'enseignement simultané. Et l'enseignement simultané, je l'ai dit tout à l'heure, n'est valable que pour réaliser simplement des formes de conversion d'un groupe par rapport à un objectif visé. Et donc, dès qu'on est dans la pédagogie différenciée, dès qu'on est dans la pédagogie active, la pédagogie de compensation, toutes ces formes pédagogiques qui sont soit de la pédagogie active, soit de la pédagogie traditionnelle, soit le mélange des deux, on est dans ces deux courants qui ne gagnent absolument pas à s'opposer l'un à l'autre. Quand je vois certains livres, et je ne vais pas citer de nom parce que je n'ai pas de compte à s'appeler avec qui que ce soit, mais certains qui prétendent avoir révolutionné l'école en sortant un livre, un an pour tout changer, par exemple, et qui reprennent à un moment donné du Montessori, et puis qui le recyclent contre la pédagogie traditionnelle en disant tous les autres ont faux, sauf cette forme que je vais vous dire, qui est simpliste, exclusive et radicale. Et là, c'est très dangereux en pédagogie quand vous excluez les modèles qui ne sont pas celui pour lequel vous prenez, qui sont souvent simplistes, parce que les exemples montrent finalement des choses très, très simplistes, et qui est terriblement réducteur, parce que la pédagogie, la compréhension, l'apprentissage, c'est complexe, et que nos élèves ont droit à toutes les formes pédagogiques mises à leur disposition. Un élève doit être parfois à l'aise dans une pédagogie active. D'autres disent non, j'ai besoin qu'on m'explique les choses. Moi, je ne sais pas cette assurance pour aller moi-même chercher ces connaissances. Et vous avez un troisième courant qu'on va devoir aussi aborder parce qu'il a pris une importance très, très forte, mais on n'a pas du tout entendu pendant la période du Covid. Et là, si on va retourner chez les philosophes, on ne va plus avoir Platon ou Aristote, on va avoir Diogène. Et ceux qui connaissent Diogène savent que là, on est effectivement dans un courant qui est un courant
qui remet en cause les connaissances, les savoirs. Si vous voulez, avec le courant traditionnel, l'enfant est un vase à remplir. Avec la pédagogie active, l'enfant est un feu à allumer. Avec les pédagogies qu'on va appeler les pédagogies alternatives révolutionnaires, hein, le courant alternatif, qui est un courant qui va simplement remettre en cause le savoir. Là, l'enfant devient un feu, non seulement à allumer, mais à éclairer. C'est-à-dire, attention, le savoir, tu dois t'en méfier. Les fake news, les savoirs tout faits, tu dois tout questionner, y compris ce que moi, enseignant, je vais te dire, y compris ceux qui, le savoir institué, eh bien, tu dois le remettre en question, pouvoir avoir une distance critique par rapport à toutes les informations que l'on reçoit. Je vous parlais tout à l'heure de la génération en vert, donc cette génération nouvelle, c'est une génération qui est surchargée d'informations, au point même qu'on a des formes d'anxiété qui sont liées à ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire le FOMO, hein, la peur de ne pas avoir les informations que les autres obtiennent. Et donc, vous aurez effectivement une forme d'exposition permanente à des informations qui vont être saturées. Ce qui est important, c'est que les élèves apprennent à chercher les informations pertinentes, transformer les informations en connaissances, c'est-à-dire les relier les unes aux autres, et pas, et c'est effectivement ce qui rend l'adolescence très compliquée actuellement, parce qu'il faut savoir que les adolescents ont plus de neurones que nous, adultes. Ça ne saute pas aux yeux, hein. Si il y a des parents d'adolescents ici, ils vont se dire, tiens, ça ne se voit pas. Mais non, vous avez un peu raison, ça ne se voit pas toujours, parce qu'ils ont plus de neurones, en fait, ils ont plus donc de matière grise, mais ils ont moins de matière blanche en compensation. C'est-à-dire qu'ils sont des capteurs d'informations. Le neurone capte les informations. La matière blanche, c'est ce qui unit les informations les unes aux autres. Et donc, en gros, ils savent capter plein d'informations, mais ils ne sont pas toujours en mesure d'en faire une connaissance intégrée. C'est pour ça qu'ils se jettent parfois comme des morts de faim sur des théories de complot, qui est une espèce de préformatage, de mise en place de leurs informations, et ils sont très très bons clients pour les théories de complot. Donc c'est important, vraiment très important, de les mettre en phase avec la distance critique par rapport au savoir, interroger les savoirs. Je prends souvent l'exemple, lorsque je donne cours à l'université, vous savez, maintenant, ce n'est plus des garçons et des filles, c'est des Apple ou des non-Apple. En gros, vous n'avez plus que des écrans. Ils sont tous avec leur ordinateur. Alors, certains de mes collègues disent, ouais, c'est pas possible parce qu'ils font certainement plein d'autres choses. Et mes collègues ont raison, il y en a certainement, et ils ont une aptitude merveilleuse à le faire, les adolescents et les jeunes adultes actuels. Ils font des tas d'activités. Il y en a certainement qui vont sur leur mail, il y en a qui discutent avec leurs copains, il faut peut-être même qu'ils regardent des séries, peu importe. On le sait, ils sont multifonctions, mais pour capter leur attention, je leur dis, voilà, je vais pendant le cours dire deux énormes âneries, des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité ou des dates de naissance qui ne correspondent pas aux dates de naissance effectives. Ceux qui les repèrent ont 6 points de bonus à l'examen. Et évidemment, aller sur Wikipédia, parce que quand on est enseignant maintenant, on a un concurrent absolu, c'est Wikipédia. Vous n'arriverez jamais à concentrer en vous toutes les connaissances qui sont sur Wikipédia. Donc, ils vont sur Wikipédia, résultat, ils écoutent ce que je dis. Alors, le problème que j'ai souvent, c'est qu'ils repèrent des erreurs que je ne pensais pas avoir commises, mais qu'effectivement j'ai commises. Donc, il y en a plus que les deux que j'ai cités. Mais il n'empêche, ils arrivent à contester le savoir. C'est quand même un gros progrès par rapport à ce qu'on a eu dans une recherche qu'on a réalisée il y a un certain temps, où on met une énorme ânerie au milieu du cours et on interroge les étudiants sur cette partie du cours. 8 sur 10 nous sortent l'ânerie telle qu'on l'a notée dans le cours. Et on leur dit, mais vous vous rendez compte du truc énorme que vous êtes en train de dire? Et ils nous sortent tout de suite, mais ça vient de vous, donc voilà. Et les 2 sur 10 qui ne donnent pas, qui ne disent pas l'ânerie, s'excusent parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'étudier. Donc on peut supposer que la totalité avale les âneries qu'on leur dit et les répète de la même façon. Ça, c'est catastrophique. Il faut qu'il y ait une distance par rapport au savoir. Diogène, c'est le courant qui a porté Nietzsche, qui a porté après toutes ces formes de pédagogie contestataire
qui sont des pédagogies, alors je ne dis pas qu'il faut les mettre, la pédagogie institutionnelle, par exemple, ou Uri Vasquez, ce sont des pédagogies essentielles qu'on a beaucoup trop peu entendues pendant le Covid, dans lesquelles elles avaient du sens pour qu'on puisse discuter, non pas du bien fondé des règles, mais comment on va s'approprier les règles dans notre environnement qu'est l'école pour rendre tout ça vivable. Et on s'est retrouvé effectivement avec une pédagogie institutionnelle qui ne doit pas prendre tout le champ, qui ne doit pas évacuer la pédagogie traditionnelle, qui ne doit pas évacuer la pédagogie active, mais qui doit avoir son terrain d'action dans lequel on discute des savoirs, dans lequel chacun est actif et réactif par rapport à un savoir. Alors, on va passer très très vite derrière le courant tout à fait alternatif parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps et que je voudrais laisser du temps pour vos questions. C'est le courant qui vient, lui, des pédagogies, parce que maintenant, internationalisation oblige, des pédagogies orientales, des pédagogies qui viennent. Là, on ne va plus parler d'Aristote, de Platon ou de Diogène, on va parler de Confucius, on va parler de Lao Tse, et l'influence est énorme par rapport à nos pédagogies. Lorsque, par exemple, parce que la différence essentielle, c'est que pour ces formes philosophiques-là, l'apprentissage, ce qui est important, c'est le chemin, ce n'est pas l'objectif, c'est le chemin, être en situation d'apprendre. Préserver cette aptitude à avancer, à progresser. Ce qui le montre le mieux, c'est le principe des ceintures en judo. Les ceintures en judo, qui ont été récupérées d'ailleurs par Uri aussi dans la pédagogie institutionnelle, mais quand vous percevez le sens de la ceinture en judo, c'est qu'elle va toujours entériner une progression par les défis que vous vous mettez à vous-même quand vous vous sentez prêt pour le faire, et on ne va jamais vous retirer votre ceinture. Une fois que vous avez votre ceinture, vous allez au bout. Regardez comme les Occidentaux ont perverti le judo en l'intégrant dans les Jeux Olympiques. Kano, l'inventeur du judo, se retournerait dans sa tombe s'il voyait des médailles, médailles d'or, médailles d'argent, médailles de bronze. Ça n'a aucun sens. Ce sont des ceintures, parce qu'une médaille, vous la perdez l'année d'après, vous la remettez en jeu, etc. Pas la ceinture. Et c'est comme ça qu'on doit envisager aussi la manière dont nos élèves progressent au niveau de l'école. Le but n'est pas d'être premier de classe, d'avoir une médaille d'or, médaille d'argent, médaille. Le but, c'est d'avancer dans tes compétences en te souciant essentiellement de ton évolution, de ta progression. Qu'est-ce que tu as appris? Ce sont les vraies questions qu'on doit pouvoir poser à nos enfants quand ils reviennent de l'école. Et on fait encore un pas supplémentaire quand on leur demande qu'est-ce que vous avez appris ensemble. Parce que une des composantes des pédagogies nouvelle génération, c'est qu'elles auront sans doute une tendance à être beaucoup plus collectives, à favoriser l'intelligence collective et la manière dont chacun réalise des performances ensemble. On a enfin réussi à l'université à faire des doctorats collectifs, c'est-à-dire plusieurs personnes ensemble qui travaillent sur un sujet et qui déposent ensemble un doctorat. Ça, c'est effectivement ce qu'on doit mettre en place très très tôt dans le développement des enfants. Le but du jeu n'est pas de réussir mieux que celui qui est à côté de toi. Le but du jeu, c'est de progresser, d'évoluer et de réussir avec celui qui est à côté de toi. Et là, on a effectivement des évolutions qui sont tout à fait en phase avec le modèle de société que l'on voit progressivement d'ailleurs se mettre en place aussi dans le monde de l'entreprise et dans d'autres espaces. C'est comme ça qu'effectivement, en apprenant de l'histoire des pédagogies, pour autant qu'on n'a pas une vision qui serait une vision sectaire. Et c'est pour ça que vous ne m'entendrez jamais dire cette pédagogie-là, elle est bien, celle-là, elle est nulle. Toutes les pédagogies ont leur richesse et ce qui est important, c'est de ne se fermer aucune possibilité d'aller chercher dans ce que les pédagogies ont mis à jour, ce que ça pouvait apporter à chaque enfant et à tous les enfants collectivement, mais aussi et surtout à chaque enfant. C'est ce qu'on appelle, nous, les pédagogies multivariées. Et je pense que ça a beaucoup plus de sens pour revenir à ce qui était dit au début. Quelle pédagogie doit-on choisir pour notre enfant? Choisissez les pédagogies les plus ouvertes les unes aux autres pour lui donner toutes les chances d'avoir accès aux connaissances et surtout de préserver son plaisir d'apprendre à l'intérieur d'un parcours dans lequel il aura l'occasion d'aller chercher ses connaissances en utilisant toutes les formes pédagogiques qui peuvent être mises à sa disposition. Voilà, je vous propose, parce qu'il reste un petit temps pour les questions,
qu'on conserve ce petit temps. Et donc, j'attends Ouais. vos questions. Merci en tout cas pour votre attention. Merci, c'était passionnant comme toujours. Merci. Alors quelques questions effectivement, tout à l'heure alors il y a un petit peu de surprise de la part de nos invités quand vous dites de laisser les enfants, faire leurs devoirs seuls, en gros se tromper, apprendre à se tromper, Oui. pour avancer, pour faire leurs devoirs seuls. Est-ce que justement ce n'est pas les exposer, à repartir en classe le lendemain sans avoir, compris Ah. l'intégralité? La personne qui a répondu a effectivement magnifiquement mis à jour le fameux malentendu scolaire. Si on ne le dit pas à l'enseignant qu'on va changer de stratégie, qu'on va mettre l'enfant au devoir, pas seul au devoir, c'est-à-dire qu'on est là en tant que parent, et notre rôle de parent, c'est de le mobiliser pendant la période qui sera décidée par l'enseignant. Mais ne concertez pas tout seul la façon de faire les devoirs avec un enfant qui, effectivement, très très vite, va devenir complice de la manière dont les devoirs ont fait fausse route, parce que c'est lui qui va vous dire, mais si je n'ai pas été au bout de mon devoir, je vais me faire crier à l'école, je vais avoir des problèmes. Et vous savez que j'ai connu des parents qui imitaient l'écriture de leur enfant pour terminer le devoir. Vous imaginez jusqu'où ça peut aller lorsque on part dans un grand malentendu. Donc, ce qui est important, c'est de signaler, et on le fait nous dans le cadre de projets pédagogiques dans lesquels les choses sont claires, parce que c'est établi, les parents et les enseignants ont exprimé chacun leur point de vue par rapport à la façon dont on fait les devoirs, et là on se rend compte qu'on est dans un grand malentendu. Mais si vous faites un changement pédagogique tout seul, vous savez, c'est le propre, et c'est pour ça que ce que vous faites, et là vous en France vous êtes beaucoup plus doués que nous, avec vos associations de parents qui ont plus de poids, il ne peut pas y avoir d'innovation pédagogique qui est portée uniquement par les parents, uniquement par les enseignants. Ce ne sera jamais que l'ensemble de la communauté qui éclaircit notamment le poids des différents médias scolaires que sont les bulletins, que sont les devoirs scolaires, les journaux de classe, tous les espaces dans lesquels il y a une rencontre possible entre l'enseignant et le parent à propos de l'enfant. Tout ça doit être largement travaillé pour pouvoir fluidifier ces rapports entre l'école et la famille. Une autre question, à l'heure où la tendance est de demander aux enfants d'être de plus en plus curieux, Oui. pourquoi, selon vous, certains, enfants seraient mis de côté, du fait de leur curiosité? Ils posent beaucoup de questions et voilà, ça leur est Ah, parfois reproché. Alors, c'est une très, très belle question aussi parce que la curiosité n'est pas toujours légitimée par le champ scolaire. C'est-à-dire, en gros, vous avez des enfants qui manifestent leur curiosité sur un domaine qui n'est pas celui de l'école, qui sont des domaines extrascolaires. Et j'ai d'ailleurs dans mon bureau 3 photos que je pourrais vous montrer. Une première photo qui montre les résultats d'une classe au niveau des primaires. Donc, un enfant pendant ce qu'on appelle nous en Belgique le fondamental, et vous avez toute la classe avec les résultats scolaires. Puis vous avez une deuxième photo avec ce même groupe scolaire au moment de ce que vous appelez, vous, en France, le collège, et que nous, on appelle l'école secondaire. Il y a une corrélation absolue. En gros, si vos enfants n'ont pas de très bons résultats en primaire, ça ne va pas s'améliorer. Si les résultats sont médiocres, ils vont le rester. Et donc, il y a une vraie corrélation. Puis il y a une troisième photo qui montre la réussite socio-professionnelle ultérieure de ce groupe d'enfants. Aucune corrélation. Vous avez des enfants qui avaient de très beaux résultats à l'école qui se sont vautrés dans leur carrière professionnelle. Vous en avez d'autres qui avaient de très mauvais résultats, qui ont réussi merveilleusement leur caractère socio-professionnelle. Et on a une quatrième photo. La quatrième photo, elle indique simplement les enfants qui sont des lecteurs spontanés, qui lisaient spontanément des livres ou qui transforment eux-mêmes, pas qui jouent à des jeux éducatifs, mais qui transforment leurs jeux en jeux éducatifs. Corrélation absolue. Si vous avez un enfant qui lit spontanément, qui s'intéresse aux choses, celui dont la personne vient de parler, c'est-à-dire un enfant curieux, même si cette curiosité n'est pas légitimée par l'école, rassurez-vous, cet enfant a dans les mains tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. C'est cette curiosité qui est porteuse. Hein, et là, je le dis souvent aux parents, parce que une question que beaucoup de parents me posent très souvent, c'est mais comment on fait pour que les enfants lisent? D'abord, on n'oppose pas la lecture à l'ordinateur, ça c'est un très 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 mauvais plan parce que ce ne sont pas du tout des activités qui sont rangées sur le même pied, même au niveau des structures cérébrales, donc il ne faut pas opposer l'un à l'autre, c'est l'un et l'autre. Mais surtout, la vraie question qu'on pose à un parent qui me dit comment
est-ce qu'on fait pour que notre enfant lise? La seule question que je pose aux parents, c'est vous, est-ce que vous lisez? La seule façon de faire lire ses enfants, c'est de prendre du plaisir à lire devant eux. Quand le parent me répond, mais vous savez, moi, j'ai pas le temps, j'ai trop de travail, etc., etc., comment voulez-vous que les enfants aient envie de lire s'ils ne voient pas devant eux des adultes qui prennent du plaisir à lire? C'est d'ailleurs la seule obligation, hein, puisque beaucoup de parents, certainement, autour de la table, la seule obligation qu'on a en tant que parents, c'est d'être heureux. Parce que si vous n'êtes pas heureux en tant qu'adulte, vous ne donnerez pas envie à vos enfants de grandir. Et donc, cette obligation d'être heureux, mais attention qu'il faut bien définir le bonheur pour ce qu'il est. Petit exercice que je vous propose de faire d'ailleurs très rapidement, c'est de vous mettre dans votre tête un chiffre qui définit votre état de bonheur entre 0 et 10. Donc, vous me dites, tiens, mon curseur, je le mets à, vous mettez un chiffre entre 0 et 10. Je vous demande tous d'y réfléchir. Alors, ceux qui ont 7, sachez que vous avez le chiffre magique. Le vrai bonheur, c'est 7. Si vous avez 8, 9 ou 10, j'en déduis soit que vous êtes amoureux, parce que c'est le plus beau moment pathologique d'un être humain normal, mais c'est un état qui n'est pas normal, qui est une espèce d'euphorie, soit que vous venez d'obtenir une énorme satisfaction, mais ce n'est pas l'état qui est vivable à long terme. On doit viser le même 7 pour nos enfants, c'est-à-dire cette forme de bonheur serein. 6, c'est un peu trop peu, parce que ça montre qu'on s'est trompé un peu dans la forme du bonheur, et en dessous de 5, il faut qu'on discute, parce que vous avez sans doute actuellement quelque chose qui vous empêche d'être heureux. Nos enfants doivent aussi viser ce 7 et on doit leur montrer que ce 7 est important. Que ce 7, c'est juste une façon d'être au monde en ne s'oubliant pas. Là aussi, je le fais souvent dans les conférences parce que c'est un petit truc très facile à transmettre, mais qui produit beaucoup de dégâts quand on ne le pense pas de cette façon-là. On a une tendance énorme dans nos sociétés à couper le temps en deux, le temps professionnel et le temps familial. Il y a 2 temps et l'enfant aurait le temps scolaire, hein, qui remplace le temps professionnel, et le temps familial avec en plus des devoirs qui sont une forme d'immersion de l'un par rapport à l'autre. Eh bien non, on a tous 3 temps. Le temps professionnel ou le temps scolaire qui est un temps imposé. Vous ne pouvez pas décider vous-même des horaires de l'école et des horaires de votre travail pour la plupart d'entre nous. Le temps familial qui est un temps négocié et le temps libre qui n'appartient qu'à vous. Eh bien, ça doit être la même chose pour les enfants. Pendant leur temps libre, ils font ce qu'ils veulent. Pendant le temps négocié, par exemple, il n'est pas question de venir avec un écran au repas familial, parce que ça, c'est un temps familial. Mais dans ton temps libre, tu fais ce que tu veux. Et il est impératif pour ça que les parents montrent l'exemple. C'est ce qui fait la différence entre nos structures sociales et, par exemple, ce qui se passe au Japon. Au Japon, ils ont quelque chose qu'ils appellent l'ikigai. L'ikigai, si vous voulez, ce n'est pas une raison de vivre, mais c'est une raison de vous lever. Parce que, par exemple, si vous aimez vous occuper des plantes ou lire, vous dites de telle heure à telle heure, pendant 1 heure, je m'occuperai de mes plantes et je lirai. Et chez nous, dans un agenda, c'est la première chose qui tombe. Si vous êtes un peu serré au niveau de l'agenda, c'est votre plaisir personnel, votre occupation personnelle qui va tomber en premier. Chez un Japonais, c'est absolument inaltérable. Quelles que soient les occupations et votre agenda, c'est quelque chose de fondamental. Et on doit permettre de montrer ce type de fonctionnement aussi à nos enfants. C'est pour ça que le vrai principe, c'est de permettre de développer chez l'enfant cette envie de grandir, cette curiosité, tous ces mécanismes qui ne s'enseignent pas à l'école, hein, qui s'enseignent énormément dans la famille. À la maison, ouais. Tout à l'heure, vous nous disiez qu'une bonne pédagogie ne peut pas s'appliquer dans une classe à 30. Alors on part dans un monde idéal. Vous La avez classe raison. la classe idéale pour vous, elle est à combien d'élèves? Alors, la classe, elle peut être même à 30. Si vous avez un enseignant qui a la capacité de la couper en morceaux, sa classe de 30, pour que chaque élève, vous savez, le principe d'un élève, s'il entend un prof qui lui dit « j'aime tous mes élèves », ça lui fait relativement plaisir. Mais ce qu'un élève attend, c'est d'être apprécié individuellement pour ce qu'ils sont. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de cette génération actuelle. Ils sont capables de s'engager pour autant qu'ils aient été considérés individuellement au préalable. Et donc, il faut qu'il y ait cette possibilité d'avoir des moments pendant lesquels on se sent
individuellement considérés. La pire chose, c'est d'être perçu comme inexistant ou insignifiant, parce que la classe est trop nombreuse, qu'on n'existe pas vraiment dans cette classe-là, et que quand on existe, on se sent complètement insignifiant. Et donc, c'est vraiment important d'avoir des classes. Alors, je n'aurais pas un nombre magique, 15, je vous dirais 20, mais en tout cas, de laisser l'opportunité aux enseignants de moduler les choses pour qu'ils aient la possibilité, c'est ça aussi une classe flexible, hein, j'ai la possibilité de travailler maintenant avec un petit groupe de mes élèves et on va faire quelque chose ensemble. Pendant ce temps-là, les autres font autre chose. Et donc, c'est cette capacité qu'on a de faire exister chaque élève au sein de la classe. Et évidemment qu'avec 30, ça demande un travail énorme pour les enseignants. Et ça, je voudrais vraiment que les parents s'en rendent compte. Vous savez, quand j'entends parfois, oui, mais ils ont plein de congés, etc., une journée d'enseignement, c'est épuisant. Parler, susciter l'attention de tout le monde, être attentif à ce que chacun se développe. C'est ça le principe même de l'enseignement. C'est un geste simultané qui doit être attentif à la différenciation des effets qui sont produits. C'est pour ça qu'on est très fatigué et même des conférences, des espaces comme ça, cette fatigue, c'est cette énergie que vous mettez à parler collectivement tout en étant attentif aux résultats individuels. Et là, c'est important de considérer que 30 élèves dans une classe pour un enseignant, au niveau de la politique éducative, c'est une vraie catastrophe. Ça, c'est plus un problème, je dirais, politique qu'un problème de parents ou un problème d'enseignants. Mais des classes de 30, ça n'a pas beaucoup de sens actuellement de les maintenir dans cet état-là. Quand vous parliez tout à l'heure de faire les devoirs en 10 minutes, est-ce que Oui. c'est voilà, est-ce au primaire, est-ce par matière? C'est juste Alors, pour bien situer les choses. Alors, c'est dans le fondamental qu'on a fait ce travail-là. En secondaire, on peut aller un peu plus loin. Et puis, vous allez arriver de plus en plus en secondaire à une forme d'autonomie du travail en termes de devoirs. Ça veut dire que le parent va devoir s'effacer pour que l'élève puisse apprendre de façon autonome et le plus possible en groupe. C'est ce qu'il faut vraiment encourager, à la fois du côté des enseignants, mais aussi du côté des parents, c'est cette capacité qu'on a de produire un effort collectif pour un résultat qui est produit par un groupe. On le perçoit effectivement que ces devoirs collectifs ont plus de sens que les devoirs individuels. Aujourd'hui, en fait, il faut rallier le virtuel et le... Bon, je vais aller... Ah non. Allô? Oui. Non, j'essaie juste de couper le micro. Voilà. On enchaîne avec une autre question? Vous aviez terminé? Vous m'entendez? Oui, moi je vous entends. Oui, vous m'entendez? Oui, vous aviez terminé. Oui, vous pouvez aller. Parfait. Oui. Quand complimenter et quand blâmer? Je pense que... Ouais. Alors, c'est un mot un tout petit peu suranné, blâmer. Hein. Généralement, on utilise le mot récompenser ou punir. C'est un mot qui, en pédagogie, a plus de sens. Et là, il faut effectivement remettre les choses dans leur contexte. Il faut évidemment répondre aux besoins de limite de l'enfant. Et la pédagogie positive est un peu partie dans le mur quand elle a sorti des titres de bouquins du style « éduquer sans sanctionner et sans punir ». Ça n'est pas possible. Mais il faut le faire en sachant ce qu'on fait quand on punit. On ne punit que par rapport à des règles précises. Il y a un truc tout simple. Si vous voulez vérifier si votre punition porte sur une règle, si c'est vraiment une règle, ça se dessine. Ça veut dire que vous devez pouvoir la symboliser. Si vous dites à un enfant « ne cours pas trop vite », vous ne savez pas le dessiner. Ne cours pas. Là, vous pouvez le dessiner. Et les règles, elles servent essentiellement à gérer les regroupements ou les déplacements. Et là, une punition, ce n'est pas une hérésie en pédagogie, parce qu'effectivement, il faut pouvoir contrôler les déplacements. Nos enfants ne peuvent pas courir n'importe où dans les rues, etc. Et donc, il faut qu'on puisse mettre en place simplement des punitions. D'ailleurs, en tant qu'adulte, on l'accepte tous. Dans nos rues, nous avons des panneaux, ce qui prouve qu'on dessine les règles, hein, puisque si vous ne savez pas le dessiner, c'est que ce n'est pas symbolisable, c'est que ce n'est pas une règle. Et en cas d'infraction, on est puni parce qu'on a une amende. Si à partir d'aujourd'hui, je décide qu'il n'y a plus de panneaux dans la ville où vous habitez et qu'il n'y aura plus d'amende, vous verrez qu'on va très très vite déréguler la circulation. Donc, il faut mettre en place des systèmes de punition, mais qui portent sur des règles. Je te punis parce que ce que tu viens de faire, je ne veux pas que tu recommences, ça tient tout à fait la route en pédagogie. Je te punis parce que tes passages, c'est
c'est tout à fait contre-indiqué, ça ne fonctionne pas parce que effectivement, être sage, l'enfant ne sait pas ce que ça représente et il ne sait pas ce qui est attendu de lui. Et donc, il faut toujours, avec toujours les 2 bémols par rapport à la punition, les 2 garde-fous essentiels, une punition ne peut être ni humiliante, ni toucher à l'intégrité physique de l'enfant. Vous avez ces 2 garde-fous, vous faites des punitions qui portent uniquement sur des règles et vous faites en sorte que votre enfant apprenne à obéir non pas à des personnes, mais à des règles. Obéit aux règles de la classe, pas obéit à monsieur et madame, obéit non pas à papa et maman, mais aux règles qui ont été décidées par papa et maman. C'est la meilleure façon de préparer nos enfants à ne pas réclamer, pour maintenir la démocratie, des pouvoirs forts avec des personnalités fortes qui sont capables de serrer le boulon autour des démocraties. On obéit à des règles et on obéit aussi à des lois. Et la loi ne suppose pas une punition en cas d'infraction, mais suppose une sanction. Là, il faut qu'on discute. Il y a quelque chose qui ne va pas et un coup d'arrêt de l'institution. Si vous frappez, si vous utilisez des insultes racistes, homophobes, sexistes, si vous établissez simplement des comportements qui sont des infractions avec les lois qui existent, et en Belgique comme en France, c'est à peu près les mêmes, eh bien, par rapport à des lois, vous n'allez pas apprendre à vos enfants à faire société. Et une famille, c'est un endroit où on fait société. Tout ce qui est interdit dans la société adulte doit être interdit en famille. Et donc, on prend des sanctions. La sanction, contrairement à la punition, doit être intelligente ou probatoire. Mais là, il y a différentes sanctions possibles. Et donc, plutôt que le mot blâmer, qui est un mot qui me fait un petit peu peur, parce que blâmer signifie quand même avoir une répercussion sur l'état mental de l'enfant en termes notamment d'humiliation ou d'intégration d'une forme de moralité en lui faisant reconnaître ses fautes. Donc je préfère l'idée de punir ou sanctionner, et on punit ou on sanctionne quand il y a une infraction à la loi. On récompense par contre lorsque l'enfant produit des éléments qui sont inattendus. On ne récompense pas de l'attendu. L'attendu est attendu par vous, par l'enfant et par vous. Mais quand il produit quelque chose qui vous étonne, étonnez-le en le récompensant. Et donc, récompensez plus l'inattendu que l'attendu et ne punissez que les règles et les sanctions. Je pense que c'est plus, c'est comme ça qu'on s'en sort le mieux par rapport aux besoins de limite et aux besoins de renforcement de l'enfant. On terminera juste avec ça, un exemple de punition? Un exemple de punition. Alors, il y a une punition qui me plaît bien. Et je sais que là, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus parce qu'on a parlé de ce qu'on appelle le time out, c'est-à-dire le fait de mettre l'enfant à l'écart. Lorsque vous êtes dans une situation qui se tend, ce n'est pas une question de mettre l'enfant à l'écart, c'est de se mettre à l'écart l'un de l'autre. Lorsque l'enfant est exaspérant, lorsque vous êtes exaspéré, il faut pouvoir se mettre à distance l'un de l'autre, mais en prenant toujours le soin de dire, voilà, on va se mettre à l'écart, je te demande de réfléchir à ce que tu es en train de faire, de réfléchir à la loi que tu es en train de transgresser ou à la règle que tu ne respectes pas. Et donc, ça, ce sont des punitions intéressantes. Et une punition, elle ne doit pas, la punition, être intelligente, elle doit essentiellement être la suppression d'un plaisir ou la mise en place de quelque chose qui évoque une forme de déplaisir. Si cette punition n'a pas ce double effet-là, ce n'est pas une punition. Et elle doit surtout aussi éviter d'être imaginaire. Si vous dites à votre enfant, je te préviens, si tu fais ça, tu vas voir. Et puis l'enfant ne voit rien. Ça, c'est effectivement pas du tout producteur. Ça doit être un système serein. Quand je vous disais tout à l'heure que ce que les enfants demandent, c'est de la sérénité autour des apprentissages. Et il faut de la sérénité aussi dans la prise en compte du besoin de limite de l'enfant. Un enfant a besoin de limites lorsque la pédagogie je vais dire positive, mais quand elle a été mal comprise, et pour l'essentiel, elle a dit beaucoup de choses très, très intéressantes. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le débat actuel sur la pédagogie positive, parce que on a tendance à tout envoyer promener. La pédagogie positive a montré beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses intéressantes, mais parfois elle était un peu simplificatrice, et notamment par rapport aux besoins de limite de l'enfant, lorsque elle a laissé supposer à des parents que lorsqu'il y aurait des punitions, des sanctions, c'est chaque fois une dérive parentale. Pas du tout, ça répond aux besoins de limite de l'enfant et il faut simplement pouvoir le réfléchir intelligemment. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Monsieur Imbex, pour tous ces éclairages et tous vos apports. C'était passionnant, vraiment, comme toujours. Je pense que cette conférence aura plu. Merci à tout le monde, à chacun d'entre vous pour votre participation active. Et puis,
Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine conférence avec l'appel. Merci à vous Merci. et Au bonne revoir. soirée. Bonne Au revoir. soirée. C'était très Au revoir. intéressant. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci bonne soirée. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.